Heureux de vous retrouver en pleine forme sur la matinale que vous propose la télévision nationale. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense bonheur, un immense plaisir de partager ces 2h45 minutes d'émission en direct avec vous, en direct et en intégralité. Ça se passe tous les jours, du lundi au vendredi entre 6h et 8h45 minutes. Le plaisir vous est prolongé accessoirement jusqu'à 9h les vendredis pour vendredi de la culture avec Rachida Biomama et toute son équipe. Sachez, madame, monsieur, que l'optimisme est la foi qui mène à la réussite. On ne peut rien faire sans espoir et sans confiance. Ces mots de Hélène Keller qui nous permettent d'entamer la journée avec beaucoup de motivation. 5 sur 7 matin, c'est parti avec le flash d'information. L'actualité en format réduit, c'est une signature de Freddy Akbo. Dans l'actualité de ce mercredi 21 décembre, le concours Mimoun 2022, organisé par l'ORTB, est là et connaîtra son épilogue ce jour. Les sélectionnés sont passés hier à la pré-finale. Ils ont été soumis à un test qui a permis aux organisateurs de sélectionner les 12 qui vont compétir à la phase finale. Le registre national des personnes physiques est désormais disponible. L'importance de ce registre et les modalités de correction d'erreurs possibles pour son affinage à voir dans le bulletin d'information de 7 heures. Ils l'ont espéré pendant longtemps et ils sont à présent satisfaits. Les populations des communes de Pobé, Adjawere et Wenri roulent tranquillement sur le tronçon aménagé et bitumé pour leur bonheur. Officiellement lancé depuis 2017, les travaux ont pris fin l'année dernière. Tolérance zéro pour des écarts avec l'hygiène à l'abattoir de Cotonou à Akpakpa. Ce centre est désormais doté d'équipements modernes et les services d'inspection veillent à la qualité sanitaire de la viande. Mettre la science au service des politiques et interventions de développement. Thème du forum EPA 2022. EPA comme évidence, politique, action. Une activité phare de l'ONG ACED, Action pour l'environnement et le développement durable. Débat télévisuel entre les partis en compétition pour le Parlement. Les journalistes du secteur public et privé qui vont co-animer les débats électoraux sont connus. Ils sont 14 en tout pour 7 plateaux de débat à animer par paire. Ils ont été désignés par tirage au sort devant les conseillers de la HAC hier après-midi. La Fondation Malekhossou continue son périple pour passer des messages de paix électorale. C'était le tour de Basila et Gouka dans la commune de Banté. Enfin, l'association du Réveil africain pour la médecine traditionnelle et la culture endogène, Metorwendo, vient de confirmer plus de 30 tradipraticiens. Ces derniers sont retenus à l'issue d'un long processus d'évaluation de leur savoir-faire. Ainsi va l'actualité inconditionnelle de 5 sur 7 matin. Portez-vous bien. Et retrouvez Jean-Claude James à partir de 7h pour le bulletin d'information. Ce sera le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. On vous revient ce matin sur les retombées économiques du sommet Afrique-États-Unis parmi les bénéficiaires des accords avec l'une des plus grandes, peut-être la plus grande puissance économique mondiale, le Bénin et le Niger qui décrochent un financement de 504 millions de dollars. On vous dit tout dans le forum de discussion. Avant la pandémie, on parlait du Ghana, pays de 32 millions d'habitants, comme un exemple en Afrique pour son taux de croissance élevé, l'intérêt des investisseurs, les perspectives d'exploitation des ressources naturelles comme le pétrole. Mais aujourd'hui, sa population est confrontée à une inflation historique, à l'effondrement de sa monnaie, un pays étranglé par sa dette. Elle absorbe plus de la moitié des recettes publiques. Pour la renflouer, le gouvernement a finalement fait appel au Fonds monétaire international qui annonce un accord sur un programme de 3 ans au titre d'une facilité élargie de crédit pour environ 3 milliards de dollars. Il doit être encore approuvé par le conseil d'administration du FMI. Le Ghana est au bord de l'implosion. Comment en est-on arrivé là? Autopsie
d'un désastre. Et puis, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et c'est le moment privilégié pour les soldes, liquidations et autres promotions. Le principe pour les commerçants est de vider rapidement les réserves des magasins de leur stock d'invendus. Pour les consommateurs, c'est le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Mais attention à ne pas se faire avoir. La fenêtre est aussi propice pour tous les vices. On en parle avec Jennifer Sachivi et son invité. Puis on vous parlera d'entretien d'embauche. Vous êtes bien nombreux à vous poser des questions sur comment aborder cette étape décisive du recrutement. Comment répondre du tac au tac aux questions des recruteurs? Comment s'habiller? Comment se tenir? Comment convaincre qu'on est l'appel rare? Eh bien, notre spécialiste en ressources humaines nous file quelques astuces à ce sujet. Et puis, à suivre l'export de Blaise Adankbo et la revue de presse de Marcel Arrossi, comme toujours, viendra boucler la boucle. Bienvenue. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, 5 sur 7 matin vous revient. C'est dans pas longtemps. Aujourd'hui, je suis l'adjoint Sniffer, et lui, c'est le shérif Bob. Il arrive un moment dans la vie de n'importe quel chiot où il doit quitter la maison où il est né et aller vivre dans un nouveau foyer. Et c'est là que notre histoire commence. Il viendra au bout de tout. Madame Nichols va bientôt trouver la paix intérieure. Elle va s'endormir. Moi, je ne trouverai la paix qu'une fois que j'aurai cette tarte. Elle s'endort. Elle s'endort. Elle s'endort. Elle s'endort. Elle s'endort. Ça y est, elle dort. On passe à l'action. T'as raison, allons-y. C'est ça, Rosabelle s'est emparée du ballon. Bondy tire. Oh, direct dans le panier, ouais. Si Boubou gagne ce point, il remporte la coupe du championnat du monde. L'ORTB passe en vous. Aujourd'hui. Voici maintenant Nina Georges, qui va nous interpréter les cadeaux les plus simples. En fait, j'ai plus envie de jouer. Et au final, j'avais raison. Il ne restait plus que des petits sapins. Mais même si c'était pas le plus grand ou le plus beau, c'est l'heure des cadeaux. c'était le nôtre. Tiens mon grand. Et c'était enfin Noël. Ça, c'est bon. Père Noël! Oh non, je vous en prie. Désolé, j'avais pas l'intention de vous réveiller. La 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 la! Nina, arrête, on n'est pas en train de jouer. Tout va s'arranger. Et plutôt que des gros jouets très chers, le Père Noël nous a apporté une belle famille et de bons amis. Nick doit aller voir une université après. L'ORTB passe en vous. Eh bien, voyons voir à présent ce qui domine l'actualité dans les canards, dans les journaux. Marcel Arrossi, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Avec vous donc les unes des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction. Tout à fait. Nous démarrons aujourd'hui par le quotidien Le Soleil Bénin Info. Effectivité de la revalorisation des salaires au Bénin. Ça y est, ça démarre. Plusieurs travailleurs ont déjà reçu le nouveau montant de leur salaire depuis hier. Élection législative de janvier 2023, les partis politiques valident enfin le spécimen présenté par la Sénat. Recette fiscale à fin 2022, Nicolas Yanoussi révèle le montant mobilisé pour l'État. Le matinal, recette fiscale au Bénin à fin 2022, plus de 790 milliards de francs CFA mobilisés par la Direction générale des impôts. Législative de 2023, enfin l'unanimité autour du spécimen du bulletin unique. Les partis politiques reçoivent la dernière monture. Matin libre, Paracou, tronçon campus, marché Rose-Croix, un véritable piège à hommes. La Nation, quotidien du service public, législative 2023, le spécimen du bulletin unique validé. Troisième session du Comité national de la microfinance, le point des réalisations de l'année fait et à retrouver également avec ce quotidien. L'événement précis, concertation politique à la veille de la campagne des législatives 2023,
talents échangent avec la mouvance. Direction générale des impôts, plus de 790 milliards de francs CFA mobilisés en 2022. Le pays rencontre des chefs d'État-major de la CEDEAO contre le terrorisme et les coups d'État. Attention à ne pas laisser la proie pour l'ombre. Ouagattara, Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa sauvé des eaux, mais jusqu'à quand? Point d'interrogation. RFI, Afghanistan, l'accès aux universités interdit aux femmes. Une étape supplémentaire de durcissement. RFI, en Chine, la Chine ne compte que des décès du Covid-19 dus à une insuffisance respiratoire. RFI toujours, les États-Unis annoncent la libération de 2 Américains détenus en Afghanistan. RFI, en France, le gouvernement veut créer une carte de séjour pour les professionnels de santé. TV5 Monde, COP 15, un accord historique, mais sans la République démocratique du Congo. TV5 Monde encore, Maradona, Messi, une rockstar, un homme simple de légende. TV5 Monde, pour finir, enfin, femme, vie, liberté, en Iran, l'actrice féministe Taraneh Ali Dosti, arrêtée. Voilà ce qu'on peut retenir donc pour un premier jet. Merci Marcel Rossi en attendant de nous retrouver en fin d'émission pour cette fois-ci la revue de presse. Bien sûr, à tout de suite Marcel Rossi. Juste après vous, on reçoit Jennifer Sachivi. Comme je vous l'annonçais, on vous parlera ce matin de soldes, de promotion et de liquidation. Je vous l'annonçais, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et c'est le moment idéal, le moment propice, le moment privilégié pour les soldes, liquidations et autres promotions. Le principe pour les commerçants donc est de vider rapidement les réserves des magasins de leur stock d'invendus pour les consommateurs. C'est le moment idéal pour faire de bonnes affaires, mais attention à ne surtout pas se faire avoir. La fenêtre est tout aussi propice pour tous les vices. On en parle avec vous donc Jennifer Sachivi. Bonjour. Bonjour Herman, comment allez-vous? Bien, merci vous. Ça va. Allez, on va justement parler ce matin de soldes, de promotion. De réduction et de liquidation. On en avait parlé la dernière fois, vous l'aviez d'ailleurs évoqué, et puis j'ai promis qu'on y reviendrait. C'est quelque chose à quoi on assiste de plus en plus, surtout en cette période de fin d'année. Pour en parler, nous sommes avec M. Nicolas Bossou. Bonjour M. Bossou. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes économiste et vous avez réponse à nos préoccupations aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous définir solde, promotion, réduction et liquidation? Je pense qu'il y a une différence, on a un peu tendance à tout confondre. Merci madame. Le solde, en général, c'est la différence entre un montant, là nous sommes un peu en comptabilité, entre les montants inscrits au débit d'un compte et les montants inscrits au crédit de ce même compte. Mais là, quand on va dans le sens des marchandises, le solde, c'est en fait la vente des marchandises au rabais. Au rabais. Au rabais, à un moment donné. Donc alors, c'est presque la même chose que liquidation, promotion, réduction? Bon, lorsqu'on parle de liquidation, c'est un concept aussi général. On peut le voir dans le sens de la vente aussi des marchandises, comme on peut le voir sur le plan de la vente des sociétés. Quand on parle de liquidation, ça peut être, on peut parler des sociétés, comme on peut parler des marchandises. Les sociétés, aussi, leur service, c'est ça? Pas leur service, c'est-à-dire la liquidation des sociétés elles-mêmes. Ah, d'accord. On peut évaluer la société et les liquider. Et la liquider. Promotion, réduction. Bon, la promotion, ça c'est une technique commerciale qui consiste à élever le niveau de vente des marchandises. Bon? Voilà. Élever le niveau comment? Puisque... Le niveau de vente, c'est-à-dire on met en œuvre des techniques pour pouvoir écouler. Mieux vendre. Ouais, pour pouvoir donc c'est un peu comme si je veux vendre mon téléphone, j'ai prévu le vendre à 100 francs, mais je dis 50 francs ou comment ça se passe? Oui, c'est une stratégie. On peut
par exemple, diminuer le prix, mais la technique utilisée, c'est la technique du push. C'est-à-dire pousser, la promotion consiste à pousser les produits vers les consommateurs. C'est pour ça que vous allez constater que ces produits sont sortis généralement du magasin et sont mis au dehors avec de la musique autour pour que les gens puissent constater en fait ces ventes. Avant de parler de la réduction, j'ai l'impression, on nous dit parfois que pour faire une promotion, les gens ne diminuent pas vraiment, ils mettent peut-être moins tel pourcentage, mais que c'est une technique juste comme ça pour qu'on achète. Bien sûr, c'est beaucoup plus psychologique. On ne peut pas du coup dire que quand on parle de promotion, c'est parce qu'on a baissé ou bien on a réduit les prix. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y a des produits qui sont au magasin. Souvent, ça se fait à la fin de l'année. Donc, les produits sont au magasin depuis janvier. Et la date de péremption se rapproche. Donc, pour que ces produits puissent être vendus, donc on essaye de les ressortir, on essaye de les pousser, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers les consommateurs pour qu'ils sachent que ces produits existent et pour les acheter. Voilà. Alors, les réductions? Les réductions, c'est en fait aussi la diminution de la valeur des marchandises, du montant des marchandises achetées ou vendues. Et lorsque je parle de réduction, il y a deux catégories, les réductions à caractère commercial et les réductions à caractère financier. Les réductions à caractère commercial, c'est le rabais, la remise et la ristourne. Maintenant, les réductions à caractère financier, c'est l'escompte commercial. Il n'y a qu'une seule escompte commerciale. Mais lorsque je prends le rabais, la remise, la ristourne, tout ça là est accordé en tenant compte des conditions spécifiques. Si je prends le rabais, c'est accordé lorsque les marchandises commandées ne correspondent en fait pas à la qualité, c'est-à-dire la qualité. Selon la qualité commandée, les gens n'ont pas eu ces marchandises-là. Maintenant, pour résoudre ce problème, le fournisseur essaye d'accorder une certaine réduction sur le montant de l'achat. Maintenant, quand on parle de remise, la remise, c'est une réduction qui est accordée sur les montants de l'achat. C'est-à-dire d'une quantité donnée d'achat à un moment donné. Alors que la ristourne, c'est qu'on attend une période donnée. C'est-à-dire, vous achetez pendant 3 mois et à la fin, on calcule un peu et puis on vous fait une réduction. C'est ça qu'on appelle ristourne. Quant à l'escompte qui est une réduction à caractère financier, il s'agit là des modalités, c'est lié aux modalités de paiement. Donc, lorsque vous payez par exemple au comptant, on vous dit que vous avez 1% il y a quelque chose que nous appelons le net commercial, c'est-à-dire donc vous avez 1% ou bien 2%. Donc, tout ça, c'est des réductions qu'on peut octroyer aux clients, histoire de pouvoir mieux vendre les produits. Voilà, on comprend un peu mieux. Ça ne veut pas dire que tout ce qui brille, ça veut dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que là, quand je vous suis, les commerçants sont très intelligents. Ils ont toujours leur gain. Juste qu'ils trouvent un peu la méthode. Est-ce qu'il faut se méfier de ces promotions, liquidations, réductions? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité espérée qui n'est pas reçue et puis on revoit le prix, etc. Oui, vous avez bien dit. Vous avez déjà fait la nuance entre la qualité espérée et la qualité perçue. C'est pas que forcément, c'est parce que les produits ne sont plus de bonne qualité qu'on les liquide ou bien qu'on fait des réductions sur ces produits. Non, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les produits, la date de péremption parfois se rapproche. Et pour vendre ça avant ces délais-là, les gens, ils font des promotions. Bon, parfois, les qualités peuvent être aussi mauvaises. C'est-à-dire, il y a ces deux possibilités, mais nous n'allons pas dire du coup que c'est parce que les produits sont de mauvaise qualité qu'on est en train de faire les liquidations ou bien qu'on procède à des réductions. Non. D'accord. Justement, on va revenir sur quelque chose. Herman et moi, on a parlé la dernière fois de liquidation. On aimerait bien comprendre ce mot. Est-ce qu'il n'y a pas un danger derrière? On a l'impression qu'on liquide tout très rapidement quand on va dans nos marchés, que ce soit produits comestibles, etc. Il y a la liquidation. Est-ce qu'il faut se méfier de la liquidation ou est-ce que tout va bien? Je ne peux pas dire du coup qu'il faut se méfier. Je ne peux pas non plus dire que tout va bien. Maintenant, dans un premier temps, lorsque vous prenez les produits,
c'est une occasion pour les entreprises de vendre leurs produits, puisque ça ne marchait peut-être pas. Et c'est l'occasion où tout le monde essaye de mobiliser les fonds pour acheter certains produits qu'ils n'avaient pas l'habitude d'acheter. Donc, pour ça, les gens mettent en place de ces techniques-là, ils baissent un peu les prix, et puis pour pouvoir vendre en quantité. Mais on ne peut pas du coup dire qu'il faut se méfier parce qu'on est en train de parler de liquidation. Dans le même temps, il faut qu'on fasse attention, qu'on vérifie. Puisque les prix que les gens disent qu'ils baissent là, c'est psychologique. Oui, c'est psychologique. Les gens peuvent dire, j'ai baissé les prix, mais il faut connaître le prix initial avant de s'assurer que vraiment il y a eu une certaine baisse de prix. Alors, si vous permettez, bien sûr, en parlant de liquidation, quand on consulte la définition du mot liquidation, on se rend compte que cela voudra signifier une vente au rabais d'une marchandise en vue justement d'un écoulement rapide de cette même marchandise. Si les vendeurs décident de vendre au rabais, est-ce à dire qu'ils renoncent à une partie quand même des intérêts à avoir sur cette vente-là? Pas forcément. Il y a ce que nous appelons les économies d'échelle. L'économie d'échelle, c'est une technique, c'est un mécanisme. Ce sont des économies qui sont réalisées lorsqu'on essaye de vendre en très grande quantité tout en minimisant les coûts. Et lorsque les coûts sont minimisés, c'est que le prix de vente aussi serait minimisé. Celui qui produit en grande quantité, il peut vendre moins cher parce qu'il y a les charges fixes par produit qu'il a minimisé. Enfin, j'ai un peu du mal, c'est vrai que ça paraît assez technique, donc on va y aller sur quand même un cas, on va faire une étude de cas. Un produit qui est à 1000 francs, en temps normal, à 1000 francs, tout le monde connaît le prix. Et pendant cette période de fête de fin d'année, on dit liquidation, le produit il est à 700. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas forcément, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, on peut dire alors, que la différence de 300 francs qu'on observe dans cette période de fête de fin d'année, où est-ce que le commerçant va combler ce gap financier? Très bien, c'est ce que j'appelais économie d'échelle. Lorsqu'on vend ça, on vend ces produits-là en grande quantité. Le bénéfice, le coût de production, le coût unitaire de production peut être à 650 francs. Maintenant, lui gagnait 350. Maintenant, il va gagner 50 francs. Mais quand il va vendre ça en très grande quantité, il va retrouver encore son bénéfice. Alors que s'il laissait ça à 1000 francs, il peut ne pas vendre ça en très grande quantité. Et là, c'est le même bénéfice. D'accord. Et justement, à quel moment ces promotions, etc. interviennent? On a l'impression que c'est en fin d'année. Est-ce que c'est parce que la demande est un peu élevée dans cette période? Oui, forcément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La demande est un peu élevée parce que beaucoup de gens ont fait des tontines, beaucoup de gens ont cotisé de l'argent quelque part. Et c'est en ce moment, il y a le 13e, dans les entreprises, 13e mois, tout ça. Donc les gens ont un peu de moyens. Et ils veulent acheter certains produits qu'ils n'avaient pas pu acheter au cours de l'année. Dans ces conditions, les entreprises doivent développer de ces stratégies pour avoir le maximum. Et c'est pour ça les économistes ont mis en place, ont essayé de parler de cette économie d'échelle-là qu'on peut faire. C'est-à-dire, ça permet à l'entreprise de réaliser le bénéfice qu'il devait réaliser, même si il ne vend pas ça au prix de départ. Donc, on peut diminuer le prix et vendre ça. Mais on a l'impression qu'il y a quelque part aussi de la roublardise dans, je veux dire, la mise en branle de ces différentes techniques marchandes que nous sommes en train de voir ce matin, en l'occurrence les soldes, les promotions, les liquidations. C'est-à-dire que vous demandez un produit qui vous est vendu habituellement peut-être à 1000 francs, une tenue par exemple, vous savez que c'est en coton, on dit ok, liquidation ou promotion ou solde, et vous vous rendez compte finalement que le produit il est plus en coton mais il est en polyester. Or, voilà, en polyester, on sait tous que ce n'est pas forcément la meilleure matière lorsqu'on est amateur quand même de goût ski. Et donc, clairement, vous vous dites, ben, c'est fou de nous ou quoi, c'est pas normal. Le même produit, on diminue le coût, mais par ricochet, on diminue également la qualité du produit et on parle de liquidation, de promotion ou de solde. Est-ce que ce n'est pas un peu malhonnête? Oui, c'est malhonnête si c'était vraiment le cas. Bon,
tout le monde n'est pas juste, il faut... mais on va pas... Moi, je dis qu'on ne va pas généraliser. Puisque sur ce terrain, c'est, comme on le dit, c'est de bonne guerre. Donc, mais aller et roubler les clients, ça, ce n'est pas bien. Là, il n'y a plus l'éthique, en fait, dans les affaires. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr, il y a bien de ces cas. On constate que la qualité a baissé. Mais les entreprises qui se respectent ne le font pas. D'accord. Monsieur Bossou, nous allons rester sur l'exemple d'Herman. Tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité reçue qui n'est pas forcément ce qui avait été espéré. Oui. Je reste dans son exemple. On prend du coton qu'on vend à 1000 francs. On n'a pas reçu la même qualité. Est-ce que vous pensez que ce même coton de faible qualité peut être vendu peut-être à 700 comme il le dit, ou est-ce que forcément la matière aura changé? Ce n'est pas bien compris. Alors, son exemple de vêtements en coton, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité qu'on reçoit, qui n'est pas forcément ce qui est espéré. Oui. Est-ce que quelque part, ce n'est pas tout ça qui conduit à avoir un peu du faux dans le vêtement? Non, pas forcément. Quand je dis qu'il y a un écart entre la qualité perçue et la qualité voulue, c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est mis en place par l'entreprise, le fournisseur. Mais ce qui est perçu, c'est selon le client, le consommateur. Okay. Mais ce qui est perçu, là, ça, c'est subjectif. Le fournisseur peut tout mettre en œuvre là, maintenant. Et tout de suite, le client, quand lui prend, il dit « Ah, je ne suis pas satisfait. » C'est parce qu'il y a un écart entre les deux, c'est que le client, il dit tout de suite qu'il n'est pas satisfait. Mais comment lui l'a perçu, c'est subjectif. D'accord. D'accord. C'est subjectif. Alors, quand on parle des soldes en fin d'année surtout, est-ce à dire que l'entreprise, quand elle fait le point ou son inventaire, déjà, est-ce que c'est après l'inventaire que l'entreprise se met à réaliser les soldes? Pas forcément après l'inventaire, mais on peut constater qu'il y a un stock pour un lot de marchandises donné, il y a un stock très grand. Maintenant, quand le stock est encore gros, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la date d'opération se rapproche. On n'a pas besoin forcément de faire l'inventaire avant de procéder au solde, c'est-à-dire à la vente de ces marchandises-là. Un peu comme dans une boutique, je vois que je n'ai pas vendu beaucoup d'articles. Papier hygiénique, je donne un exemple. Donc, je peux dire, bon, ça, il faudrait que je diminue un peu le prix, c'est une technique, pour pouvoir vendre de ces produits-là avant ce délai ou bien la date de péremption de ces produits-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des périodes fixes pour ça? C'est vrai, nous sommes en période de fête, mais ailleurs, on se rend compte, on lit un peu sur Internet, les soldes d'été, etc. Est-ce qu'il faut forcément attendre les Black Friday? Tout à fait, les Black Friday. Est-ce qu'il faut forcément attendre les fins d'année ou est-ce qu'on s'organise à chaque fois? Non, c'est pas forcément, comme je l'ai dit, c'est pas forcément à la fin de l'année. C'est-à-dire quand on constate que le produit peut être bien vendu à un moment donné, on peut lancer, on constate aussi... La demande. Voilà, la demande, on peut mettre ces produits. D'accord. Et comment choisir? Je suis en fin d'année, j'ai envie d'acheter mes articles. J'hésite entre la personne qui me parle de liquidation, de solde, de réduction ou de promotion. Oui. Ça, vous voulez parler des déterminants de la demande. Tout à fait. Donc, il y a le prix, il y a le goût. Bon, le prix du bien selon chacun. Oui, il y a le goût du consommateur, il y a le prix même des autres biens, parce que les autres biens, la demande des autres biens influence aussi le bien que nous voulons acheter, c'est ça. Je veux acheter du haricot, mais je peux regarder aussi le prix du vanzou, par exemple. Tout à fait. Donc, voilà des éléments, et ça varie un peu. Le revenu aussi de l'individu. C'est-à-dire, j'ai combien, je gagne combien. Et ça peut me permettre d'acheter quel article et quelle quantité de produits. Maintenant, quand je vais parler de goût, c'est qu'on va faire allusion à la qualité. Donc, j'irai voir par rapport à ce que je veux là. Quelle est la qualité du produit? Et à combien? Nous, on parle souvent de couple qualité-prix. D'accord. Le couple qualité-prix. Est-ce que ce que je veux acheter là, est-ce que le prix correspond à la qualité de ce produit-là? Si sa réponse est que le goût et le prix, ça marche, est-ce que mon revenu permet de l'acheter?
oui, ça marche aussi. D'accord. Et si le revenu ne permet pas ou si la qualité n'y est pas, on peut s'en passer. Hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, pour finir rapidement, je vais vous demander, est-ce que c'est une méthode, une technique de vente que vous recommandez à tout le monde ou est-ce que c'est plus prudent de laisser ça et de vendre normalement? Je recommande vivement ça aux entreprises parce que aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie économique, la concurrence est rude. Étant donné que la concurrence est rude, si vous ne faites rien comme technique, c'est une technique, tout ce que vous avez dit là, ce sont des techniques de vente. Maintenant, si les entreprises ne le font pas, c'est que ça va être difficile d'écouler les produits de façon normale. Aujourd'hui, l'offre est largement supérieure à la demande. La concurrence est rude. L'environnement est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Il faut vite vendre les produits pour pouvoir renouveler le stock et adapter même un nouveau stock au changement de l'environnement pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre en tant qu'entreprise. Merci, M. Bossou. Ce sera alors votre conclusion. Herman, vous l'avez compris, hein? Vous tenez compte déjà de la qualité, chers téléspectateurs aussi. Et bon, c'est en fonction de ce que vous voulez. Et puis, sachez choisir, que ce soit parmi les soldes, liquidation, réduction et promotion. Voilà, et bonne fête. Merci, Jennifer. Et surtout que les téléspectateurs éventuellement profitent peut-être des soldes de fin d'année pour aller s'acheter des tenues très intéressantes à bas prix, pourquoi pas, à prix, on va dire, réaliser la bonne affaire, trouver une très belle tenue, une tenue qu'ils vont peut-être porter pour l'année prochaine, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ils vont peut-être mettre leur belle tenue pour aller à l'entretien d'embauche. Oui, nous parlons ce matin d'entretien d'embauche. Vous êtes bien nombreux à vous poser des questions sur comment aborder cette étape décisive du recrutement, comment répondre du tac au tac aux questions des recruteurs, comment s'habiller, on en parlait, comment se tenir, comment convaincre qu'on est l'appel rare. On en parle avec notre spécialiste en ressources humaines. C'est juste le temps de l'installer. Et notre spécialiste en RH, ressources humaines, Sosten Assogwa, bonjour. Bonjour, monsieur Herman. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci à vous. Bien, merci. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour parler une nouvelle fois d'une thématique qui est très intéressante quand même pour nombre de personnes parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux à la recherche d'un emploi et parmi eux, très peu arrivent à décrocher cette étape décisive de l'entretien d'embauche lorsque leur CV n'est pas déposé dans le broyeur. Et lorsqu'on ici trouve, il faut pouvoir convaincre le recruteur qu'on est le profil idéal. Alors, à quel point l'entretien d'embauche est-il déterminant dans le processus de recrutement et pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. Alors, l'entretien d'embauche est important dans un processus de recrutement parce que c'est le moment où le recruteur et le candidat se rencontrent et il a pour objectif de permettre à l'employeur de vérifier l'adéquation entre les compétences comportementales et techniques du candidat et les missions qui sont définies pour le poste à pourvoir. L'entretien d'embauche, on imagine qu'il fait suite d'abord à la présentation d'un CV. Nous en avons parlé le mercredi passé. Déjà, le recruteur consulte les curriculum vitae qui sont les CV qui sont conformes à ses aspirations, à ce qu'il recherche. Évidemment. Et donc, c'est lorsqu'il a fini de faire ce tri qu'il convoque maintenant les candidats pour un entretien d'embauche. Évidemment. Alors, quelles sont les principales questions qui reviennent souvent à un entretien d'embauche? Alors, à un entretien d'embauche, il n'y a pas de questions type qui doivent être forcément posées, mais nous avons des questions qui reviennent généralement. Pour habitude, l'entretien commence toujours par la fameuse question « Parlez-nous de vous ». Donc, c'est une occasion en or pour le candidat de se présenter, de se vendre, de donner ses atouts qui pourraient le différencier des autres candidats. Et nous avons la question, pourquoi est-ce que... Alors, si vous permettez, sur cette première question, parlez-nous de vous, on peut s'étendre sur combien de temps, par exemple, pour répondre? Alors, il n'y a pas de temps défini, mais le temps peut être fonction de la position du poste. Pour un poste employé, on peut s'attendre à 3 minutes maximum pour que le candidat puisse se présenter, donc il doit être le plus bref possible. Mais pour un poste de manager ou de cadre ou de directeur,
le temps est beaucoup plus élargi et nous pouvons aller à 7 voire 8 minutes pour que le candidat puisse se présenter. Alors, pour cette question précise, quels sont, on va dire, les différents aspects qu'il faut mettre en avant, au-delà de nom, prénom, évidemment, diplôme. On sait que le recruteur a déjà eu tout ceci sur le CV. Est-ce qu'il faut griller cette étape et aller au plus important, ou il est impérieux de rappeler tout ça d'abord? Alors, répondre à cette question, comme je l'ai dit tantôt, c'est une occasion en or pour le candidat pour mettre une lumière pour, dans un premier temps, un résumé de son CV. Donc, le résumé, c'est parler brièvement de son parcours, les entreprises par lesquelles on est passé. Mais c'est l'opportunité également de mettre l'accent sur les projets, les missions et les résultats que nous avons eus dans nos postes antérieurs et qui sont en lien direct avec le poste pour lequel nous sommes interviewés. Donc, c'est beaucoup plus ces aspects-là qui font la démarcation entre un candidat et plusieurs autres candidats. En clair, je suis Herman Amégan, journaliste, présentateur. Je postule pour, ou j'aspire à un poste de journaliste peut-être ailleurs. Quels sont les aspects que je dois mettre en avant? Alors, journaliste d'une chaîne de télévision, quelqu'un qui postule pour un autre poste, il reviendra à ce journaliste-là, par exemple, lors de la réponse à cette question-là, de montrer qu'il est arrivé sur une chaîne de journal où il a mis en place des émissions qui, pendant un moment, avaient des auditoires faibles, mais qu'il a su driver sur un an et donc donner des chiffres concrets qui montrent qu'il est passé, qu'il a mis en place toute la stratégie nécessaire pour passer d'auditoire à marge 100, à marge 2000. Donc, ça montre aux recruteurs les compétences du candidat à avoir des résultats pratiques et techniques. Très bien. Justement, une autre question qui peut arriver, à part cette question standard, parlez-nous de vous. Il y a quelle autre question? Alors, à part cette question, nous avons la question où on demande au candidat de donner sa motivation pour le poste. Et donc, cette question suppose que le candidat en amont a pris le temps de préparer l'entretien et donc de se renseigner sur l'entreprise. Parce que répondre à cette question revient à parler du sens que le travail que l'on veut faire a pour nous. Cela revient également à parler de la mission de l'entreprise. Donc, ce sont des éléments dont le candidat peut faire usage pour pouvoir répondre valablement à la question « Qu'est-ce qui vous motive à nous rejoindre ?» Une autre question, on peut demander au candidat de parler d'un projet professionnel qu'il a conduit dans sa carrière dont il est fier ou inversement. Donc, ce sont des types de questions auxquelles le candidat en amont doit pouvoir se préparer pour donner les réponses exactes, précises, qui vont le démarquer des autres. Et une autre préoccupation, un entretien d'embauche, ça peut durer environ combien de minutes? Alors, l'entretien d'embauche, ça varie, comme je l'ai dit tantôt, fonction du poste, fonction du degré. Et cela peut varier entre 30 et 1 heure de temps, idéalement. Maintenant, il y a des entretiens d'embauche qui, à un moment donné, se transforment en causerie, où le recruteur est peut-être séduit par votre profil. Vous pouvez aller au-delà d'1 heure de temps parce que cela devient un échange entre vous. Et justement, comment réagir face à une question à laquelle on n'est pas du tout préparé? Alors, réagir à une question face à laquelle on n'est pas du tout préparé revient à être bref et concis. Parce que quand vous n'avez pas les réponses automatiquement à la question et que vous voulez vous étaler dans un débat, il y a le risque que vous racontiez en griffe des conneries ou des éléments qui vont être en votre défaveur. Donc, quand on n'est pas préparé, on gagnerait à répondre de façon brève, quitte à ce que le recruteur pousse un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des formules standards pour contourner évidemment une question qu'on trouve peut-être embarrassante ou une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse? Alors, pour une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse, les recruteurs s'attendent à ce que le candidat soit honnête. Et un candidat ne perd rien à faire savoir à un recruteur que c'est une question qu'il ne maîtrise pas du tout, mais dès qu'il sort de l'entretien, il prend sur lui de faire les recherches pour actualiser ses connaissances.
Alors, on s'imagine que la présentation physique est aussi importante lors d'un entretien d'embauche. D'ailleurs, est-ce toujours le cas? Est-ce que le recruteur regarde, est-ce qu'il a mis une veste, est-ce qu'il a mis un tissu imprimé? Ah non, il a plutôt mis un tel autre. Est-ce que le recruteur, il est vraiment très au taquet sur ces détails? Alors, le recruteur est attentif à la présentation physique du candidat dans la mesure où c'est la première image que le candidat donne de lui-même. Et donc, il est important de soigner son image, de soigner son style vestimentaire. Et il n'est pas dit qu'il faut se mettre forcément en costume ou mettre des bretelles ou... Non. Ce qui est important, c'est de mettre une tenue décente qui respecte l'image du candidat. C'est de pouvoir arriver les cheveux peignés. Parce qu'un candidat qui se présente à un entretien sans peigner ses cheveux, sans nouer les lacets de ses chaussures, peut être taxé de candidat pas soigneux, qui ne tient pas compte du petit détail brouillon. Donc, il est important de soigner son image. Et il y a des postes pour lesquels, idéalement, on peut se mettre en veste. Quand vous êtes convoqué pour un entretien à un poste de directeur général, ça peut se concevoir. Mais pour un technicien qui est convoqué à un entretien, il n'est pas dit qu'il doit être en costume. Un bon jean, un bon t-shirt avec des baskets, ça définit déjà le poste pour lequel il est convoqué. Donc, s'habiller fonction du poste pour lequel on est convoqué peut être important tout en étant décent. Mais il y a quand même que certaines personnes dans la vie sont assez philosophes et puis ne prennent pas forcément soin de leur apparence, ne taillent pas forcément, on va dire, un crédit à leur apparence, mais pourtant, ça fonctionne très bien dans la tête. Comment est-ce qu'on fait avec cela? Totalement d'accord, parce que l'élément que j'ai peut-être omis de mentionner, c'est que la présentation physique n'est pas l'élément déterminant pour le choix du candidat. Il sait d'interprétation, il sait d'a priori, parce que la première impression compte beaucoup et c'est la première approche que le recruteur a avec le candidat. Alors, lorsque j'ai en face de moi un candidat qui vient philosophe, comme vous l'avez dit, tête un peu en l'air, brouillon, sur le bord, et qu'au moment de l'entretien, je remarque qu'il a du contenu, le recruteur devient beaucoup plus attentif. Et donc, un tel candidat qui, de façon physique, n'est pas le mieux présenté, face à un autre tiré à quatre épingles, a toutes ses chances de décrocher le poste. Est-ce qu'il peut être arrivé qu'un recruteur disqualifie un candidat juste à cause de son apparence physique? C'est-à-dire, il ne prend même pas le soin de le côté, rien qu'à le voir, il se dit, tiens, il n'y a pas le profil idéal. Alors, c'est pas professionnel qu'un recruteur fasse ce type de discrimination parce que tous les candidats doivent avoir les mêmes chances et qu'ils soient mal habillés ou non, quitte à ce qu'au cours de l'entretien, le recruteur de façon subtile lui explique qu'il est bien et que désormais il soigne son image parce que le recrutement aujourd'hui, nous sommes en train de quitter la phase classique où le recruteur se met en position d'éléments qui perturbent le candidat. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vers des débats ouverts, quitte à mettre à l'aise le candidat pour qu'il puisse s'exprimer et donner le meilleur de lui-même. Donc, c'est vraiment une occasion qu'on donne au candidat, non seulement pour lui faire des retours sur les éléments sur lesquels il doit travailler pour ses prochains postes. Alors, quels sont les éléments qu'il faut travailler et soigner lors d'un entretien d'embauche? Alors, lors d'un entretien d'embauche, nous devons commencer déjà à faire attention à la phase de préparation. Parce que l'entretien d'embauche commence avant même le jour de l'embauche. Donc, prendre le temps de s'informer sur l'entreprise, de s'informer sur sa mission, de s'informer sur ses valeurs, de s'informer sur son business. Le jour de l'entretien, il est important d'être ponctuel. La ponctualité est un trait de caractère qui peut être un point en notre faveur. Au-delà de la ponctualité, également, il revient au candidat, comme l'avons dit tout à l'heure, de soigner son look. Et la première impression comptant beaucoup, les premières secondes sont déterminantes pour le recruteur pour se faire une impression du candidat. Donc, soigner sa première prise de parole. Dans 90% des cas, l'entretien commence toujours par « parlez-nous de vous ». Donc, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est de préparer la réponse à cette question-là. Préparer ne revient pas à bûcher un speech qu'il faut
déverser, mais prendre la peine de structurer ses idées, structurer d'où est-ce qu'on veut partir, quel est le premier point qu'on veut aborder. Quand je prends l'exemple d'un comptable qui postule, partie de ses expériences les plus récentes, dit quelles ont été les missions, quels ont été les résultats obtenus, donc structurer le développement. Est-ce qu'on peut venir avec une prise de notes pour pouvoir se souvenir des points qu'il faut aborder, un peu comme dans une présentation? Alors, je pense qu'il n'est pas interdit de venir avec un agenda pour prendre note. Mais une prise de notes, un agenda où on se refait pour faire des lectures, rappeler des points, non. Idéalement, c'est un entretien qui à cœur ouvert pour voir ce que le candidat, comment est-ce que le candidat peut se vendre aisément. Est-ce qu'il peut arriver qu'un candidat, pour innover, séduit par exemple le recruteur, puisse décider de faire par exemple une présentation PowerPoint, par exemple, sur son profil, sur ce qu'il a déjà accompli avec des preuves à l'appui? Alors, c'est pas exclu, ça peut être en faveur du candidat comme en sa défaveur. En amont, toujours est-il qu'il faut se renseigner sur l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'entreprises avec des cultures d'entreprises différentes. Une entreprise assez ouverte d'esprit et fun serait bien intéressée de voir un candidat venir en entretien et qu'il projette un PowerPoint pour parler de ses réalisations. Par contre, dans un environnement de travail classique, cela peut être mal vu. Le candidat peut être traité de pédant parce qu'il veut faire au-delà des autres. Le zélé. Donc forcément, cela peut jouer en la faveur du candidat s'il prend le temps de s'assurer que l'entreprise où on l'a convoqué est assez ouverte d'esprit et n'est pas réfractaire à ce type de comportement. Est-ce qu'un candidat peut contester le recruteur sur un sujet quelconque ou banal? Exemple, Lionel Messi est plus fort que Cristiano Ronaldo. Alors, et le candidat n'est pas de cet avis. Est-ce qu'il peut contester le recruteur? Le candidat ne va forcément pas contester le recruteur, mais il a la possibilité de donner son point de vue et donc de faire une analyse logique, quitte à ce que les deux ne soient pas d'accord sur le point et qui est le plus fort. Moi, pour habitude, lors d'un recrutement, je demande parfois de Cristiano ou de Messi, qui est-ce que vous préférez? Et derrière, pour moi, c'est pas que le candidat me dise je préfère Messi, j'aime Cristiano, mais c'est de voir la capacité d'analyse qu'il a derrière. Qu'est-ce qui le pousse à aimer Cristiano? D'aucuns te diraient je préfère Cristiano parce qu'il n'a pas forcément des prédispositions comme Messi, mais il se bat beaucoup. Donc c'est ce type de raisonnement qui est dans ce cas recherché. Il ne s'agit pas de s'énerver, un débat fanatique comme nous en avons l'habitude. Donc, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand un recruteur pose une question au candidat qui n'a rien à voir avec le poste auquel il est en train de candidater? Exemple, je postule pour un poste comptable et on me demande mon avis sur le conflit russo-ukrainien. A priori, je ne suis pas géopolitologue ou je ne suis pas analyste politique. Qu'est-ce que je fais en tant que candidat? Je n'ai pas d'avis. Alors, vous conviendrez avec moi que la culture est universelle. Et donc, un candidat cultivé est pour le recruteur un candidat qui facilement pourra aller à l'information, qui pourra s'auto-cultiver. Et donc, ce n'est pas exclu que lors d'un recrutement, la personne en face du candidat lui demande son avis sur un sujet quelconque. Maintenant, si le candidat, n'est pas informé ou n'a pas des éléments de réponse, il lui explique que il ne maîtrise pas le sujet. Il n'est pas très en clair. Il n'est pas très en clair. Donc, c'est un jeu de tact, pouvoir être vraiment habile et répondre subtilement à la question sans pour autant étaler cet art. Quelle doit être l'attitude d'un candidat face à ce qui peut s'apparenter à l'arrogance d'un recruteur, par exemple? Je dirais dans un premier temps le calme et la sérénité, parce que le recruteur est avant tout un homme avec ses pulsions, qui évidemment il doit essayer de contrôler, mais il arrive que des recruteurs s'énervent parce que le candidat, il estime qu'il est hautain, qu'il est arrogant. Donc, il revient dans ce cas au
candidat, parce que étant dans une position de faiblesse, si on peut le dire ainsi, de garder son calme, de rester serein, au mieux de ne pas continuer avec les provocations. Alors, peut-on mentir à un entretien d'embauche? Je parle de ce que d'aucuns appelleraient mensonge stratégique. Il est interdit de mentir dans la vie. Donc, mentir à un entretien d'embauche revient... Enfin, enjoliver un peu la réalité, je veux dire. Alors, enjoliver la réalité à un entretien d'embauche, c'est délicat. C'est délicat parce qu'aujourd'hui, le recruteur a la facilité de vérifier les informations que le candidat présente lors d'un entretien. Et nous avons les contrôles de référence avant de faire l'offre au candidat qui peut permettre de mettre la lumière sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas vrais. Pour exemple, vous êtes à un poste en tant qu'assistant comptable, vous vous présentez à un entretien et à ce poste, vous déclarez que vous êtes directeur comptable ou responsable comptable. Vous avez peut-être séduit le recruteur qui, en phase terminale du recrutement, procède à des vérifications. Et lors de ces vérifications-là, il se rend compte, parce qu'il vous demande à vous-même de donner 3 personnes références si vous ne les avez pas inscrites sur votre CV. Et lors de ces vérifications, il se rend compte qu'en réalité, vous n'étiez qu'à un poste d'assistant comptable. Cela peut être gênant. Cela peut jouer en la défaveur du candidat. Donc, il est toujours mieux de rester le plus honnête possible, le plus transparent possible, en montrant sa capacité d'adaptation une fois qu'on aura l'opportunité de prendre le poste. Alors, et si justement vous essayez de donner de la valeur au poste que vous avez occupé par le passé, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui a travaillé à la plonge, son rôle qui était de laver les bols dans un restaurant, et qui vient à un recrutement, dans un entretien d'embauche qui dit voilà, qu'il est spécialiste du traitement aquathermique. Vous voyez un peu, on essaie d'enjoliver un peu le poste qu'on a occupé par le passé. Est-ce que c'est interdit? Alors déjà, le candidat doit parler de ses expériences antérieures qui sont en lien direct avec le poste. Donc si je postule pour un poste de gérant, d'un restaurant, d'un gérant dans un complexe hôtelier, ok. À ce niveau, oui, je peux parler du fait que j'ai géré la plonge dans un restaurant, mais pas le dire sous la forme gérant aquatique, traitement aquatique. Non, c'est de pouvoir s'exprimer clairement pour que le recruteur sache quelle est la plus-value que le candidat peut apporter à ce poste-là. D'accord. Alors, il y a des recruteurs qui posent des questions embarrassantes du genre, qu'est-ce qui prouve que vous êtes le candidat idéal à ce poste? Quelle est la réponse qu'on doit donner? Alors, je pense de mon avis que cette question n'est pas embarrassante. Dans la mesure où nous savons que généralement elle revient après la question « Parlez-nous de vous », c'est une question qui revient de plus en plus. Et ce que le recruteur recherche en posant cette question peut se situer à 3 niveaux. Dans un premier temps, le rapport que le candidat a avec lui-même, sa capacité à se vendre et l'avantage concurrentiel technique que ce candidat a vis-à-vis des autres candidats. Et donc, il revient dans ce cas, pour le candidat, de mettre en avant ses expériences qui le différencient des autres candidats. Pour exemple, un comptable, nous prenons depuis l'exemple des comptables. Alors, un comptable qui postule dans une entreprise en phase de démarrage pour répondre à cette question, il dira « Je suis le candidat idéal pour le poste parce que j'ai remarqué que votre entreprise est en phase de démarrage et de par mes 2 dernières expériences, j'ai pratiqué, j'ai mis en place un département RH from scratch à partir de 0, un département RH et un département comptable, que j'ai piloté jusqu'à l'établissement du bilan comptable, jusqu'à ce que les audits se fassent. Donc cet élément, dans sa réponse, il fait ressortir une problématique actuelle du poste, qui est que l'entreprise est en phase de démarrage, et il montre que dans ses expériences antérieures, c'est ce qu'il a fait. Il est passé par 2 entreprises où il a mis en place le département comptable. Donc, ce sont ces types de réponses-là qu'il faut donner, qui montrent beaucoup plus
la particularité, l'avantage que nous avons sur les autres candidats. Alors, enfin, il arrive qu'on demande au candidat de poser des questions. S'il a une question à poser, quels sont les types de questions qu'on peut poser ou il vaut mieux ne même pas prendre la parole pour demander une quelconque préoccupation? Alors, il est important qu'à ce stade de l'entretien, le candidat pose des questions parce que l'analyse qu'on peut faire derrière, c'est de pouvoir déceler la capacité relationnelle du candidat. Et donc, le candidat ne perd rien à poser des questions. Il peut demander déjà quelle est l'organisation actuelle du département qu'il va intégrer s'il était retenu pour le poste. Donc, ça permet aux recruteurs de savoir que le candidat il est intéressé et il cherche à mieux comprendre quelle est l'organisation aujourd'hui. Il peut poser des questions comme savoir quelle est la mission de l'entreprise. Si en temps il n'a pas eu les éléments de réponse sur les réseaux sociaux, il peut demander quelle est la culture de l'entreprise. Donc, il y a diverses questions assez simples, pas pour embarrasser le recruteur, que le candidat peut poser, quitte à créer la discussion et le lien avec le recruteur. Allez, pour finir, mon cher Sostène, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelle est l'astuce pour le spécialiste RH que vous êtes et au regard de ceux que vous, des candidats que vous voyez défiler devant vous, quels sont les conseils que vous avez à donner aux candidats qui voudraient postuler très prochainement pour des postes? Alors, merci, M. Eman. Alors, les conseils que je donnerai aujourd'hui aux chercheurs d'emploi, aux candidats qui sont en phase de recherche d'emploi, c'est dans un premier temps de soigner la phase préparatoire de l'entretien. Parce que rien ne vient du néant. Un homme préparé est un homme averti. Donc, dans un premier temps, quand vous êtes convoqué pour un entretien, prenez la peine de vous renseigner sur l'entreprise. On prend la peine de se renseigner sur les valeurs intrinsèques de l'entreprise. On reprend le job description parce que le recruteur ne posera certainement pas de questions qui n'aient pas de lien avec les missions définies pour le poste. Donc, le but est de reprendre le job description, de s'assurer des grandes lignes de la mission qui seront attribuées au poste et de faire un SWOT avec son profil personnel pour savoir quels sont les éléments sur lesquels, si on me pose des questions, je ne serai pas à même de répondre. Donc, faire ce travail-là en amont pour s'assurer que le jour de l'entretien, qu'importe les questions qui viendraient, on a des éléments de réponse. Et en dernière ligne, c'est de préparer son speech pour un candidat qui n'est pas expérimenté dans les entretiens, c'est de préparer la première question qui est importante, à savoir, parlez-nous de vous. Donc, structurer les éléments qu'on veut servir aux recruteurs. Merci beaucoup à vous, Sostène. Mais une petite dernière question pour finir. Oui, pour répondre, le jeu ou le nom de Majesté? Alors, comme je l'ai dit tantôt, tout dépend de l'entreprise. Dès que le recruteur commence à vous parler et utilise le tu, parce qu'il y a des entreprises où, sans tourner autour du pot, on va vers le tu. Dès que le recruteur vous tutoie, vous savez également en retour quel est le mode, quel est le pronom que vous devez utiliser pour lui parler également. Alors, le jeu, le nom de Majesté, ça dépend. Moi, je conseille personnellement d'aller vers le nom. D'aller vers le nom. Et donc, on dit parlez-nous de vous. Nous sommes Herman Rodrigue Amengan. Non, le nom interviendra dans les réponses aux questions. D'accord. À la question, parlez-nous de vous, le jeu, parce que le jeu, là, c'est vous qui vous présentez, c'est vous qui vous mettez en valeur. Donc, forcément, il faut parler du jeu, il faut montrer, et sans toute prétention aucune, qu'on est le meilleur candidat pour le poste. Merci beaucoup à vous, Sostène Asogba, spécialiste en ressources humaines. Je pense qu'on en a suffisamment appris ce matin, une fois encore, sur l'entretien d'embauche. Il y a beaucoup de questions qu'on aurait pu aborder éventuellement, évidemment. Revenir sur cette thématique, parce qu'il y a d'autres spécificités liées à cela, franchement. Mais merci beaucoup, Sostène. Merci. On se retrouve très prochainement. Très prochainement. Là. Toujours pour continuer à parler de cette thématique liée à l'entreprise. Il est 7 heures passées, on a grignoté 2 minutes sur son temps de passage. Jean-Claude Dims est là pour le bulletin d'information.
Jean-Claude James, bonjour. Bonjour Herman, amis téléspectateurs, bonjour. Et c'est parce que vous avez réussi à votre entretien d'embauche que vous êtes là depuis pas mal d'années déjà et que depuis un certain temps, vous nous servez le bulletin d'information. Et dans quelques heures, la 64e édition du concours Mimoun va livrer son verdict, mais vous nous replongez dans l'ambiance de la pré-finale qui a eu lieu hier. En effet, Herman, pour cette dernière étape de la sélection, une soixantaine de candidats étaient encore en lice. À l'arrivée, 12 ont pu avoir leur ticket pour la grande finale qui aura lieu tout à l'heure, même comme vous l'aviez dit, au Palais des Congrès à Cotonou. Un moment de stress, mais aussi de divertissement que partagent avec nous Ezekiel Jacob et Edmond Hugo. En rang comme à l'école, ces écoliers continuent la lutte pour accéder à la phase finale du 64e concours Mimoun. Ils viennent des 12 départements du Bénin et dans cette salle, ils sont dans l'attente de l'épreuve qui va les départager. Ici, voici c'est bien fermé, là certainement vous ne pas d'ouvrir. Si vous voulez, vous allez lire 10 fois, parce qu'en 30 minutes, vraiment, vous pouvez finir. 1 heure de compo, pas une seule minute à perdre. Sur la trentaine de candidats en lice, seulement 12 vont accéder à la finale. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la pré-finale. C'est une phase qui fait le pont entre la phase de sélection départementale et la phase de la finale que vous allez vivre demain. Nous les avons fait passer par plusieurs tamis. Le premier, ça a été la phase départementale. Le second tamis, c'est la phase de la pré-finale et demain, ça va être la finale. Et voilà les 12 finalistes passés entre les mailles de cette épreuve. Ce mercredi 21 décembre, place à la grande finale au Palais des Congrès de Cotonou. En attendant, sortie récréative pour tous au pied de l'Amazon de bronze et au parc de loisirs d'Agualand. Allez, c'était Ezekiel Jacob qui était avec nos amis candidats au concours Mimoun. Toute autre chose à présent, vous nous emmenez à l'Agence nationale d'identification des personnes pour la découverte du registre national d'identification des personnes physiques. Eh oui, c'est un puissant outil de développement désormais disponible. L'importance de ce registre et les modalités de correction d'erreurs possibles pour son affinage dans cet élément signé Ricardo Loïc Pekou et Bruno Roteco. C'est un puissant outil technologique mis en place par le gouvernement pour assurer une meilleure gestion de l'état civil au Bénin. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, dispose aujourd'hui d'une base de données de plus de 13 millions de personnes physiques avec leur empreinte digitale. L'ANIP s'assure de l'authentification, de la conservation et de la protection des données d'identification. En l'état, le registre national des personnes physiques en apporte les assurances. L'outil dont dispose l'Agence nationale d'identification des personnes, qu'est le registre national des personnes physiques, est un outil redoutable. Pas redoutable au sens négatif, mais redoutable au sens d'instrument magique pour trouver des solutions qui sortent de l'ordinaire. Le registre national des personnes physiques regroupe aussi bien les nationaux que les résidents et comprend aussi bien des données nominatives que des données biométriques. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons environ plus de 13 millions de personnes dans cette base de données du registre national des personnes physiques avec leurs empreintes digitales, avec leurs photos faciales, avec leurs données nominatives. Quand on a un pareil outil, une mine d'or pour le pays, il faut s'inscrire dans une approche qui permet au pays de rationaliser ses dépenses et donc d'économiser. L'Agence nationale d'identification des personnes reçoit de plus en plus des plaintes des citoyens faisant état des erreurs notées quelquefois sur les cartes imprimées. Ce n'est pas pour rien que les questions de correction de données identitaires à l'ANIP sont devenues de plus en plus délicates, de plus en plus complexes. Ça énerve certains.
Ça amène certains à monter sur les réseaux sociaux pour tirer à boulet rouge, pour dire on a demandé une petite correction. Et ça fait 3 jours, on n'a pas encore de satisfaction. On ne peut pas en avoir lorsque nous adoptons une approche de faire du registre national des personnes physiques le cœur du numérique pour notre pays. Nous devons nous assurer que plus rien ne se fera dans la précipitation. Mais nous allons également respecter ce qu'on appelle les délais raisonnables. Les corrections que les gens appellent mineures ou corrections insignifiantes sont plutôt des corrections de grande portée lorsque nous jugeons que ces corrections affectent les données identitaires de l'individu. Les perspectives pour 2023 au sein de l'ANIP sont bonnes. Avec le développement que connaît le Bénin depuis 2016, l'Agence nationale d'identification des personnes travaille à véritablement assurer la sécurité des données civiles. Il y a moins de 48 heures, j'ai parlé de la page de vie, du carnet de vie, en tout cas, ou de n'importe quelle solution, dénomination, pouvant nous permettre d'éditer des titres sécurisés sur un document unique. Ça peut être un carnet comme le passeport, comme un carnet de passeport. Mais dans ce carnet, la première page que vous aurez, c'est l'extrait d'état civil sur une vignette sécurisée, adhésif fort, collé à cette page comme les visas. Deuxièmement, le certificat d'identification personnelle comportant le numéro personnel d'identification. La carte nationale d'identité biométrique éditée sous le format dont je parle, implémentée dans le carnet. Et pourquoi pas maintenant les autres éléments, le passeport, tout. Mais je ne vais pas pour le moment aller vers le passeport parce que les logiques ne sont pas les mêmes. Mais quand j'ai mon carnet de vie, on peut aller jusqu'à avoir mes diplômes sous forme numérisée collés dans mon carnet de vie. La mission générale de l'ANIP consiste donc en la modernisation du processus d'identification des personnes sur le territoire national. Hier, dans la série consacrée au programme d'action du gouvernement, on a fait un zoom sur les chantiers de modernisation des marchés et la lutte contre l'insalubrité dans les villes. Alors ce matin, nous orientons les projecteurs sur l'As Pobé à Diawéré et Wenri, un tronçon aménagé et bitumé pour le bonheur des populations. Officiellement lancé en 2017, les travaux ont pris fin l'année dernière. Les calvaires du passé sont totalement oubliés. Marcel Arossi et Jean Nobimin pour un moment d'évasion sur cette route. Il y a plus d'1 an que les populations profitent du confort créé par l'aménagement et le bitumage de cette route. Pobé à Diawéré-Wenri, plus de 22 km à travers le plateau. Vu comme une merveille par les habitués du tronçon, mais surtout par les natifs d'ici. À l'image de cet ancien chef de village, instituteur de base, aujourd'hui maire de la commune de Wenri. Vraiment, cette route est bienvenue. Depuis qu'on a même annoncé que cette route sera bitumée, tout le monde était d'abord satisfait de cette annonce. Et quand les travaux ont commencé, non, ce rêve-là, petit à petit, a commencé par devenir réalité. Et jusqu'à la fin de la construction de cette route-là, tout le monde est aux anges. Sinon, dans un passé encore récent, pour 22 petits kilomètres, il fallait passer de longues heures, quel que soit le moyen. On y passe des heures. On y passe des heures. Que ce soit piéton, comme vélocycliste, motocycliste, on ne va même pas parler des véhicules à 4 roues. On fait des heures parce que la route toujours boueuse. C'est de l'argile noire, très glissante. Personne n'a de facilité à la parcourir. Ça, c'est du passé. Et même, quand on ne l'a pas encore emprunté, on ne doute pas de sa qualité.
Si c'est une route nouvellement construite et qui date d'après 2016, je crois que ça ne peut qu'être quelque chose de qualité. Parce que vu ce qu'ils ont fait là, sincèrement, ça ne peut pas être comparable. Parce que j'ai vu faire, hein, on a vu beaucoup de réalisations ailleurs qui sont de qualité, sincèrement. Donc, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je suis sûr que si je me mets dessus, je serai dans un confort. On va à Paubert comme celui qui se déplace pour aller à une place publique à l'intérieur de la commune. C'est très bon. Surtout l'installation des lampadaires dans les villages parcourus. Le coût total de ces travaux effectués conjointement avec ceux du tronçon Porto Novo-Kétou-Obélé s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA, toutes tasses confondues. Retour à Cotonou et on marque un arrêt à l'abattoir, une structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture où l'hygiène est une priorité pour les autorités. D'ailleurs, ce centre est désormais doté d'équipements modernes et les services d'inspection veillent à la qualité sanitaire des produits. On fait le constat avec Koudous Abdoulaye et François Zinsou. L'inspection est à l'œuvre. Des carcasses passées au pain fin avant leur mise sur le marché. Nous inspectons la carcasse, la viande, pour voir s'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de cas de maladie dans les organes ou bien dans la viande elle-même. Dans cet abattoir de Cotonou, la qualité de la viande prime. Les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas négociables. Le responsable de cet abattoir veille au grain. Ils sont pour la plupart en blouse et les blouses sont numérotées. Faites attention, vous allez constater. Nous sommes en train de nous organiser pour amener les abattoirs de Cotonou aux normes. Depuis que nous avons conçu l'abattoir nouveau, depuis ça fait déjà 2 ans comme ça là. Donc nous on trouve les bonnes qualités ici. La bonne qualité de la viande sortie de l'abattoir d'Akpakpa. Un cadre d'abattage où les conditions d'hygiène sont optimales. Des infrastructures sont réalisées dans la perspective de renforcer ce niveau d'hygiène. Parce que les fêtes approchent et nous avons des difficultés d'approvisionnement en eau, nous avons entrepris de faire 4 forages. Les forages sont là, vous en avez vu un, il y en a 3 de l'autre côté. Et ça nous permet d'avoir de l'eau pour nettoyer le plancher, pour nettoyer les pâtes, les queues brûlées. Le cap des bonnes pratiques d'hygiène est ainsi maintenu à l'abattoir de Cotonou. Le consommateur de viande est à l'abri d'éventuels risques sanitaires. Sur le même registre, on parle du lancement de l'agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. C'est à la faveur du forum EPA, Évidence Politique Action, une activité phare de l'ONG Action pour l'environnement et le développement durable ACED, placée sous le thème « Mettre la science au service des politiques et interventions de développement ». Lénaïk Agbazaou, Simon Villon. 100 questions de recherche actuelles et critiques consignées dans cet agenda sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. Un outil d'aide à la décision, une boussole pour orienter les interventions des décideurs politiques, acteurs de la société civile et partenaires au développement. L'initiative est pilotée par l'ONG ACED avec l'appui d'un comité technique composé d'experts et de chercheurs. Les questions qui sont formulées sont un reflet des besoins en information, en données probantes des acteurs. Le premier travail qui sera fait, c'est de voir les questions pour lesquelles il y a déjà des réponses, de faire la synthèse nécessaire et d'engager les acteurs qui sont demandeurs des réponses à ces questions. Le lancement officiel de cet agenda est l'épilogue du Forum EPA 2022. Entendez Évidence Politique Action, qui réunit les membres du réseau éponyme qui œuvrent pour la prise en compte des données probantes dans la formulation des politiques de développement. Une démarche qui reçoit l'assentiment des acteurs étatiques. Il apparaît donc que la production de données probantes actualisées et fiables, tenant compte des variations du contexte, afin d'informer et d'orienter les interventions est une nécessité, voire une urgence. Cette initiative s'avère d'autant plus fondamentale
qu'elle permet d'orienter les chercheurs sur les questions de grand intérêt, de fournir aux politiques les intrants nécessaires à la formulation de politiques éclairées et cohérentes. À l'occasion, les membres du comité scientifique du forum sont distingués. Le forum EPA épouse la vision du gouvernement qui est de faire de la recherche et de l'innovation des vecteurs de progrès et d'équité sociale. Et l'ONG ACED, cheville ouvrière des présentes assises, en fait son cheval de bataille. La campagne électorale démarre dans quelques jours. Quel journaliste pour animer les débats télévisuels entre les partis en compétition pour le Parlement? La HAC a procédé hier à la sélection des professionnels du secteur public et privé qui vont co-animer ces débats. Ils sont 14 en tout pour 7 plateaux. L'ambiance du tirage avec Oseni Adeleke. Cet exercice du tirage au sort, ici au siège de la HAC, va permettre de connaître les journalistes professionnels des secteurs publics et privés qui vont co-animer les débats lors des campagnes médiatiques des élections législatives de 2023. On a 7 débats. On a besoin d'un tirage au hasard. Je vous remercie et vous souhaite la bienvenue d'être là pour participer et montrer la clarté démocratique du choix. C'est surtout pour ça qu'on vous a invité pour être là. Christian Adandéja. Sur les 11 journalistes du public et les 13 du privé proposés, 14 sont retenus dans la transparence totale. Il s'agit d'un journaliste du public et un autre du secteur privé, donc les deux co-animent un débat. Nous avons au total 7. Nous avons tiré 7 du public, 7 du privé, plus une liste additive au cas où il y aurait des défaillants. Et nous souhaitons qu'il puisse être vraiment à la hauteur, que les fruits tiennent la promesse des fleurs et qu'ils permettent de vivre de bons moments de télévision. Être journaliste professionnel et avoir 10 ans d'expérience dans le métier, ce sont entre autres les critères principaux pour figurer sur la liste. De son côté, la Fondation Malekhossou participe à sa manière à ces élections et sépare un appel à la préservation de la paix, surtout en cette période sensible. Le président, avec son bâton de messager de paix, était à Basila et Gouka. C'est dans la commune de Banté. Charlène Dovonou. Rassemblées dans la mosquée centrale de la commune de Basila, les populations écoutent attentivement le message de paix de la Fondation Malekhossou. Cultivons la tolérance. La paix n'a pas de prix. Chères Béninoises et Béninois, avant, pendant et après les élections, il est important d'éviter la violence. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. El Hadi Yakoubou Malekhossou, président de la Fondation, partage ses expériences en tant qu'ex-politicien avec les fidèles. Pour pouvoir travailler afin de gagner quelque chose chez Dieu, j'ai décidé de ne plus faire la politique. Ce qui s'est passé en 2019 et 2020, nous ne voulons plus que cela se renouvelle. Là où il y a la violence, il n'y a jamais la paix. Là où il y a la violence, les bonnes choses n'arrivent jamais à ces lieux. Après Basila, la délégation a mis le cap sur Gouka dans la commune de Banté pour le même exercice. Exercer la médecine traditionnelle au Bénin nécessite aujourd'hui un diplôme. L'association du Réveil africain pour la médecine traditionnelle et la culture endogène, Mitorwendo, y veille. Elle a d'ailleurs confirmé plus de 30 tradis praticiens après une évaluation de leur savoir-faire. Blaise Adampo et Benol Djogbe étaient à leur remise du diplôme. Ils sont 34 lauréats à recevoir leur attestation de diplôme. Ils font leur entrée dans la grande famille de l'Aramitracem, entendez, Association du Réveil africain pour la médecine traditionnelle et la culture endogène, Mitorwendo. Ces hommes et femmes proviennent de plusieurs branches de la médecine traditionnelle. Ils sont au nombre de 38, mais 34 sélectionnés. Primo, vous déposez votre demande, votre dossier, et il y a une commission qui se charge, c'est-à-dire de l'étude des dossiers. Donc c'est suite à l'étude des dossiers maintenant que vous serez appelé maintenant à l'évaluation. Et chacun
c'est-à-dire est appelé à travailler dans son domaine. Parce que quand tu es Bokono par exemple, près de Fa, tu vas intervenir dans ce domaine. L'objectif à travers cette sortie de la 4e promotion des praticiens de la médecine traditionnelle et de la culture endogène est de marcher vers la professionnalisation du secteur. Sincèrement, je suis très heureux parce que je suis dans ce domaine. On m'a proposé plusieurs attestations, mais je n'ai pas poussé ma curiosité. Je suis vraiment content et ça me met en confiance. Cela leur donne maintenant le droit de travailler, d'exercer le métier. Mais en ayant à la tête qui doit respecter les textes en vigueur. La balle est désormais dans le camp des nouveaux diplômés de l'Aramé Tracem. Ils vont mettre leur savoir-faire au profit du développement du Bénin. Et c'est ainsi que se termine cette édition qui marque également la fin du service pour cette semaine. Merci. Merci également à vous aussi, Jean-Claude James. On se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. 5 sur 7 matin que nous allons poursuivre avec des responsables de l'église du christianisme céleste. Vous savez, depuis 2 ans, le pèlerinage justement à la plage de Sémé n'a plus lieu en raison donc de la pandémie liée à la Covid-19. C'est donc le grand retour cette année. On en parle dans un instant avec les responsables. Jeudi. Des poupées noires avec des cheveux noirs crépus. Habillées à la manière des femmes noires, elles ont un corps galbé qui évoque celle des femmes africaines. Je m'amuse, j'adore, je tresse mes poupées, je les habille, je les lave, je fais la cuisine avec elles. Je leur demande de travailler, je leur achète de petits mortiers avec pilon. Et je leur impose de travailler même si elles sont de grandes dames. Permettre aux parents de jouer avec leurs enfants. Jouer avec son enfant, ça permet que vous ayez quelque chose à lui dire. Non, lui déposer une poupée et que l'enfant joue avec la poupée. Notamment parce que nous avons créé la poupée Tassi Hangbe. Tassi Hangbe a été réhabilitée et aujourd'hui, tout le monde veut connaître son histoire. Et une histoire d'ailleurs extraordinaire. L'ORTB, pas sans vous. Jeudi. Je suis en train de décorer un sapin là. Là, je n'utilise pas du rouge parce que tout le monde n'aime pas le rouge. D'ailleurs, ma cliente d'ici, elle n'aime pas du tout le rouge. On retrouve souvent le rouge à la Noël parce que c'est une couleur qui égaye tout de suite les cœurs. Et c'est la couleur de l'amour, comme je le disais tout à l'heure, et du pardon. À la Noël, on a tendance à faire table rase de tout ce qui a été dit durant toute l'année, ce qui est difficile à pardonner. On trouve la force et le courage de le faire, de pardonner. On a aussi la couleur blanche, comme on l'a représenté avec ces ballons blancs et les rideaux là derrière, qui représente l'hiver déjà. L'ORTB, pas sans vous. Après 2 ans d'interruption, le pèlerinage des fidèles donc de l'église du christianisme céleste est donc de retour. Et pour en parler, je reçois pour vous ce matin 2 responsables de l'ECC, Gabriel Soumaro. Il est le directeur du cabinet du révérend pasteur. Bonjour Monsieur Soumaro. Bonjour. Comment allez-vous? On rend grâce à tout puissant. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et sur ce plateau également, Monsieur Serge Domingo, vous êtes le secrétaire du comité permanent de l'organisation du pèlerinage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, après 2 ans sans pèlerinage, donc faute de Covid-19, l'ECC reprend avec la nativité. Quelle assurance donnez-vous aux participants? Et bien sûr, vous savez que depuis plus de 2 mois, le comité d'organisation est en train de s'activer pour réserver un accueil chaleureux aux pèlerins. Donc, des commissions sont déjà mises sur pied et depuis plus de 2 mois sont en train de travailler pour que l'accueil soit agréable. Alors, les pèlerins viennent de partout, Monsieur Soumaro. Quelles sont les dispositions sécuritaires qui sont prises? Non, vous savez, la taille de ce pèlerinage
dépasse les limites de l'Église du christianisme céleste, c'est un problème national. Donc depuis 2 mois, comme a dit mon confrère, nous avons fait assez de réunions avec le haut commandement pour que les dispositions sécuritaires soient contrôlées par le gouvernement du pays. À l'interne, nous avons des commissions chargées de la sécurité qui sont aussi très actives dans ce domaine. Donc nous rassurons tous les pèlerins qu'au Bénin, c'est la paix. Au Bénin,